Alors j'ai une première question pour vous, à main levée. Qui a déjà utilisé cette commande? En général, beaucoup de monde. Maintenant, je vais vous décrire une situation et vous allez me dire si, pareil à main levée à la fin, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Donc là, ça fait des heures que je suis sur du code et j'ai une petite intuition, plus ou moins forte, que je suis en train de me planter, que je suis en train de m'acharner un peu pour rien, mais j'arrive pas à m'arrêter et je continue et je continue et je continue. Et je me retrouve à pas réussir à décider de revenir en arrière, quoi. Est-ce que globalement cette situation vous parle? Bon. Généralement, voilà, on se retrouve à faire un git reset hard, donc ceux qui connaissent la commande, en étant justement dans cet état d'esprit, voilà, c'est un échec, là j'ai perdu du temps, c'est une situation d'échec. Et ben en fait, moi je voudrais changer un peu la tendance et présenter comment on peut utiliser cette commande-là, mais au contraire pour ne pas arriver dans ce genre de situation. Donc quelle méthodologie existe, comment moi je l'utilise, voilà. Alors déjà, je me présente, donc je m'appelle Adeline Morel, je suis donc développeuse full stack chez Open à Lyon. Donc je nomme pas mon client parce que j'ai oublié de leur demander l'autorisation, mais je vais rien dire de méchant sur eux, c'est juste que j'ai oublié. Dans la vie, moi j'aime bien faire de la course à pied globalement et prendre des photos, voilà. Et donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il faut savoir que moi je suis en reconversion. Enfin, j'ai été en reconversion et en fait, ça fait 3 ans du coup que je suis dans le développement et c'est ma mission actuelle, ça a été ma première mission depuis 2023 et je suis atterrie dans une équipe où en fait, qui avait déjà des pratiques craft très poussées. Donc ceux qui connaissent Colin Damon par exemple, qui est présent aujourd'hui, c'était lui qui était là tout seul sur le projet. Je suis arrivée, c'était le seul développeur, donc je suis arrivée avec lui et en fait, moi j'ai été baignée dans ces pratiques craft sans forcément tout de suite avoir le recul sur ce que ça m'apportait. Et donc aujourd'hui, le talk aussi, c'est aussi une manière pour moi de prendre un peu du recul sur qu'est-ce que ça m'apporte, tout ça. Alors, tout au long du talk, je vais parler de Git Reset et Git Reset Hard notamment, juste pour resituer ce que ça fait. En gros, Git Reset, ça va juste déplacer head. Si vous avez l'identifiant du commit sur lequel vous voulez déplacer, vous faites git reset avec l'identifiant du commit. Et puis vous avez des modes qui existent. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est vraiment le mode qui efface tout sur son passage. Git, en fait, il va revenir à l'état connu précédent, quoi. Et donc vous n'avez plus vos changements dans l'index, vous avez plus rien, on veut tout effacer. Si vous voulez un talk technique sur Git Reset, il faut aller voir par exemple ce talk-là que j'ai trouvé qui était sympa, où vraiment il présente même d'autres modes que moi je connaissais pas du tout. Mais voilà, ce talk ne parle pas de Git Reset Hard en tant qu'est-ce que fait cette commande techniquement, etc. Voilà. Alors déjà, si on reprend la situation que je vous ai présentée, en fait, on va regarder dans un premier temps déjà pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui fait que on se rend bien compte qu'on est en train de se planter, mais on continue quand même. On n'est pas tous idiots, je pense, donc il y a bien quelque chose qui fait qu'on en arrive là. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, moi j'ai pris une définition que je trouve intéressante d'un expert en sciences cognitives qui s'appelle Jean-François Leny. Donc en gros, il nous dit qu'un biais, donc c'est une distorsion que va subir une information soit en entrant dans notre système cognitif, soit en sortant. Et donc, dans le premier cas, voilà, on va opérer plutôt une sélection des informations, et dans le second cas, une sélection des réponses. Moi, ce que j'ai repéré, en fait, dans mes pratiques, c'est en faisant du TDD que j'ai réussi à repérer quand est-ce que j'avais des biais cognitifs et lesquels. Donc, je vais vous en présenter 4. En vrai, des biais cognitifs, il y en a beaucoup plus. Il y en a une liste. Je vous invite même pas à aller voir toute la liste parce qu'en vrai, moi, je trouve ça limite anxiogène de savoir qu'il se passe tout ça dans notre tête tout le temps. Déjà, juste ces 4-là, moi, je trouve que c'est ceux qui sont les plus présents dans mes pratiques. Donc, en premier lieu,
il y a le biais des coûts irrécupérables qui donne lieu à une escalade d'engagement dans laquelle on se retrouve justement et on n'arrive plus à s'arrêter, etc. C'est en gros la situation là pour décrire ce biais. Donc on a 2 bonhommes sur un bateau, on a un poids qui est en train de tirer qui est en train de couler le bateau. Et donc là, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on coupe pas. Le premier bonhomme, il dit il faut couper le poids, sinon on va couler. Voilà, il ne prend pas d'autres informations en entrée. Et le deuxième bonhomme, lui, il va prendre une autre information en entrée qui est on ne peut pas faire ça parce que on a investi beaucoup d'argent pour acheter ce poids. Donc, il préfère prendre la décision de couler et mourir. Donc on comprend bien qu'il a pris une information quelque part qui n'aurait pas normalement lieu qui ne devrait pas peser dans la décision, quoi. Et souvent, nous, c'est ce qu'on fait en fait quand on refuse de s'arrêter. C'est que déjà, j'ai décrit la situation, j'ai dit je viens de passer des heures, voire des fois beaucoup plus, sur du code. Du coup, j'arrive plus à me rendre compte que... En fait, je confonds, en général, je me mets à confondre le temps investi. Donc quand on parle de coût, c'est pas forcément de l'argent, la situation c'est de l'argent, mais nous, dans nos pratiques, ça va être par exemple du temps, l'effort que j'ai ressenti aussi, peut-être que je suis fatiguée. Donc je me dis, j'ai quand même pas fait tout ça pour rien, et du coup je continue. Ce biais-là, en plus, donc tous les biais que je vous présente là, ils sont pas présents juste là, à ce moment-là, j'ai le biais des coûts irrécupérables, et puis après, je vais avoir tel biais. En fait, ils sont là plus ou moins tous en même temps, ils vont s'influencer les uns les autres. Le deuxième biais, c'est le biais d'aversion pour la perte, et lui, il va venir justement nourrir le premier biais que je vous ai présenté. En fait, c'est le fait que quand on a un objet qui a une certaine valeur, une valeur donnée, on va ressentir différemment, on va ressentir beaucoup plus intensément le fait de perdre cette valeur-là plutôt que de la gagner. Donc, se dire que je vais garder mon code, même si, il n'est pas forcément terrible, mais il marche, ok. Plutôt que de prendre le risque de tout effacer et de perdre tout ce code qui marche, même si on n'en est pas forcément très content. Alors, c'est peut-être un peu capillotracté, mais j'ai l'impression en tout cas que ce biais m'impacte dans mes pratiques. Du coup, j'ai du mal à faire git reset hard et à dire on repart à 0. Donc je vous disais, moi c'est quand je fais du TDD que j'ai repéré en général ces biais-là. Notamment quand je fais du refactoring, parce qu'en fait, donc quand on prend le TDD, quand on prend le cycle du TDD, la phase rouge, alors on va avoir des biais dans cette phase-là aussi, mais ça va être plutôt les biais que je vais vous présenter après, je pense. La phase verte, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faire passer le test le plus vite possible en essayant de pas trop anticiper, pas trop dérouler de la logique trop longtemps. Du coup, moi je pense qu'on n'a pas trop de biais à ce moment-là, en tout cas on essaye de pas trop en avoir justement. Et par contre, la phase de refactoring, c'est là où on va passer du temps, on va un peu faire appel à ce qu'on connaît, etc. Donc dérouler de la logique pendant longtemps. Et là, les biais vont commencer, je pense, à se développer souvent à ce moment-là. Voilà. Et sinon, je vous ai déjà parlé du reste. Donc, 2 autres biais que je vais vous présenter. Donc, le premier, c'est le biais de confirmation. Lui, en gros, c'est je pense quelque chose à propos d'un sujet, j'en ai une première idée, et en fait, toutes les informations que je vais rencontrer sur le sujet par la suite, je vais avoir tendance inconsciemment, plutôt inconsciemment en général, à privilégier celles qui vont aller dans le sens de ce que je pensais au départ. Même si j'ai une pile entière de livres là qui est en train de s'écrouler à côté de moi, qui me dit que ce que j'ai pensé c'était pas bon, j'avais tort, je vais quand même avoir tendance à vouloir m'accrocher à ma première idée. Ce qui fait que justement, je vous parlais de la phase rouge du TDD. Si déjà quand j'ouvre mon IDE, j'ai une idée un peu... c'est souvent, je dis si, mais c'est très souvent, on ouvre notre IDE et en fait on sait déjà un peu ce qu'on veut implémenter, on a déjà des idées. Et on va commencer à écrire notre test rouge. Et en fait,
si on est déjà trop dans une... si on veut que notre... On voit souvent notre test comme en fait une confirmation justement de ce qu'on avait déjà dans la tête. En gros, si je commence à écrire mon test en étant biaisé par mon idée, une fois que je vais lancer le test à la phase verte, en fait, comme il va passer, ça va confirmer que j'avais raison. Alors que peut-être juste, du coup, j'ai testé des détails d'implémentation. C'est peut-être un peu tordu aussi ce que je vous dis là, mais il y a aussi le fait de rencontrer dans le code des choses déjà existantes qui vont ressembler à ce qu'on voulait faire. Et voilà, donc le biais de confirmation fait qu'on va avoir tendance justement à pas vouloir lâcher notre idée. Et donc on se retrouve à passer des heures jusqu'à ce qu'on finisse par faire un git reset hard en se sentant en échec. Bon. Pourquoi il me manque... Ah oui, non, je faisais à l'envers. Donc ce biais est aussi alimenté par le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, lui, il est vraiment, en général, très 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 tôt dans notre phase de conception. Alors, juste avant, je vous le présente, avant de vous parler du code, etc. Le biais d'ancrage, cette fois-ci, c'est pas moi qui pense quelque chose sur un sujet, c'est la première information que je vais rencontrer sur un sujet va venir influencer en fait tout ce que je vais ensuite penser sur ce sujet, etc. Je vais avoir du mal même si au départ c'était faux, cette première information que j'ai rencontrée, et que je sais que c'était faux, ça va quand même influencer ce que j'en pense. Du coup, si quand on est en train de concevoir, quand on est dans l'espace du problème, où on est en train de recueillir les besoins des utilisateurs, etc., si à ce moment-là, il y a déjà quelqu'un, un développeur, mettons, qui commence à dire par exemple une phrase du type « Ah bah oui, ça va être un CRUD » ou je sais pas quoi, un truc technique qui n'a rien à faire dans l'espace du problème, et ben cette chose qui a été prononcée, cette phrase qui a été prononcée à ce moment-là, cette idée qui a été émise, potentiellement elle va rester scotchée dans la tête de tout le monde, et au moment où on va vouloir décider de la solution, eh ben, elle va déjà biaiser tout le monde et on va avoir du mal à s'en défaire. Donc c'est là où quand je suis en train de dérouler mon code, potentiellement je me rends compte que je suis sur une mauvaise piste parce que j'ai été biaisé par ce truc-là de départ, et ben ça va faire encore une fois que je vais avoir du mal à m'en détacher et je vais avoir du mal à faire mon git reset hard plus tôt. Oui, je vous ai présenté, en gros, c'est généralement utilisé pour vendre des trucs. Donc là, par exemple, l'encre, ça pourrait être le truc avec toutes les options à 299 $, le truc vraiment incroyable avec toutes les options. Du coup, à côté, je me dis, le truc premium à 60 $, c'est pas cher, quoi. Alors que c'est juste parce qu'à côté, j'ai ce prix qui est très très haut, qui fait que moi, j'ai l'impression que c'est pas cher. Voilà. Il y en a qui l'utilisent comme ça. Du coup, quand je fais du TDD, je vous ai récapitulé ce que je disais, mais j'ai déjà tout dit de ce qu'il y a là-dedans, normalement. Du coup, maintenant que je vous ai présenté tout ça et qu'on comprend pourquoi on se retrouve dans ce bourbier-là, comment on fait pour prendre des décisions peut-être plus tôt, en fait? Comment on fait? Déjà, il faut qu'on arrive à pas avoir une tête comme ça. Parce que pour pouvoir réfléchir à des trucs comme j'ai des biais cognitifs, etc., pour ça, c'est ce qu'on appelle faire de la métacognition. La prise de recul, comme ça, sur ce qu'on est en train de faire, sur ses pensées, c'est la métacognition. Et si notre tête, elle ressemble à ça, on n'a pas le temps de réfléchir à ce genre de trucs. On est le nez dans notre code, il y a des interruptions, potentiellement, voilà, il y a un collègue qui met une merge request en relecture, il se passe des choses. Et du coup, ma tête, elle est comme ça. Il y a 3 types, je ne sais pas si vous savez, alors je ne sais même pas s'il y a peut-être plus que 3 types de mémoire, mais en gros, on a la mémoire la mémoire à court terme, qui est la mémoire où en fait on va pouvoir prendre des informations. Donc par exemple, je vous parle de la merge request de mon collègue, ça va être OK, donc ça c'est nommé comme ça, donc ça, en gros c'est toute la prise d'information qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de lire dans le code, par exemple. La mémoire de travail, là, ça va être ce qui me permet de manipuler les informations, de faire des calculs, etc. Donc déjà, si ces deux mémoires-là, elles sont complètement saturées,
je ne peux pas activer la troisième dont je vous parle, qui est la mémoire à long terme. La mémoire à long terme qui va me permettre d'apprendre, qui va me permettre peut-être d'envisager d'autres pistes, etc. Si toutes mes mémoires sont saturées, ça va être trop compliqué. Pour réussir à pas avoir la tête comme ça, en fait, ce qu'on peut faire déjà, c'est s'attaquer à des petits problèmes. Isoler, découper. Et c'est là où justement je me rends compte tout ce que les pratiques qui viennent avec le craft m'apportent. C'est que je me retrouve rarement, en tout cas le moins souvent possible avec la tête comme je vous ai montré, parce que par exemple, voilà, la merge request de mon collègue, déjà, j'ai des tests qui documentent ce qui a été fait. Déjà, il s'est préoccupé peut-être en plus d'une toute petite problématique. Par exemple, dans mon équipe, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des feature flags. Et en fait, ça nous permet de pas livrer des petits bouts de feature sans avoir à livrer un énorme truc en un seul bloc. En gros, les feature flags, ce que ça fait, c'est que on va pouvoir cacher tout ce qu'on est en train de faire aux utilisateurs. Donc, tant que ma feature n'est pas terminée, je peux m'amuser à livrer, par exemple, une modale qui fait rien du tout. Mais je vais pouvoir me concentrer sur l'affichage de ma modale. Je fais une merge request. Donc si on est en livraison continue, on peut livrer plusieurs morceaux comme ça par jour. Et du coup, on peut se concentrer sur un petit sujet à la fois. Et on peut paralléliser. Donc là, moi, souvent, j'ai un collègue, voilà, lui, justement, il a livré un bouton, ou juste il a fait, lui, du bouton. Et comme ça, la merge request, oui, je suis interrompu pour aller lire une merge request, mais c'est juste l'affichage d'un bouton, ça va. Oui, je suis interrompu pour aller lire une merge request, mais c'est juste la gestion du loading avec les requêtes. En fait, comme on fait des petites unités, ça va, notre tête, elle n'est pas... déjà, on n'a pas un énorme contexte à garder en tête. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire quand on est en train de coder. Le fait d'avancer par petits pas, c'est ce que nous permet TDD. Je vais pouvoir faire un premier test et puis itérer petit à petit. Et donc là, du coup, ça devient plus facile d'accepter de faire des git reset hard, en fait, si on commence à en faire plus souvent. Si on ne va pas trop loin, c'est plus facile d'accepter de revenir en arrière et de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Pour ça, alors, je vais vous présenter des méthodes qui existent et je vais vous présenter ce qui se passe dans ma tête. Alors, déjà, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas, je suis pas tout le temps en train de jouer à des jeux vidéo dans ma tête, c'est pas ça. Mais c'est juste une métaphore. En gros, j'ai vu une fois des gens jouer à ce jeu, j'ai même jamais joué moi-même. Et c'était en mode coop. Et en fait, c'est un jeu où il s'agit juste d'évaler une piste de ski et d'arriver le premier en bas, quoi. Sauf que ta piste de ski, tu te prends des rochers, tu te prends des sapins, voilà, plein de trucs. Et du coup, ce qui se passe à chaque fois que tu tombes, que tu te fais mal, tu retournes tout en haut de ta piste. Donc c'est super frustrant. Sauf qu'il y a une des personnes, en mode coop seulement, je crois, qui a des drapeaux et qui peut poser des checkpoints tout au long du trajet. Donc là, par exemple, est-ce que poser un checkpoint ici, c'est une bonne idée ? Je ne suis pas sûre. Donc les checkpoints, on comprend bien que dans notre pratique, c'est les commits. Je vais essayer de faire des commits assez fréquemment. Mais par contre, il faut essayer de ressentir, voilà, quand est-ce que c'est un moment un peu stratégique pour faire un commit, quand est-ce que potentiellement c'est pas une bonne idée. Là, je vous parle pas vraiment de méthode, je vous parle de comment moi je ressens un peu les trucs. Et du coup, voilà, en fait, donc quand on tombe, ça fait un petit git reset hard. C'est pas grave parce que je suis revenue juste un petit peu en amont et hop, je reprends. Et en plus, maintenant, je vais mieux maîtriser ma trajectoire parce que je sais qu'à tel endroit, il y avait un sapin. Et en fait, moi, je vais pouvoir le contourner. J'ai vu qu'on peut le contourner par là. Et du coup, on en arrive aussi à la méthode Mikado. La méthode Mikado, c'est pour généralement quand on s'attaque à un gros refactoring. Donc je crois que c'est cet après-midi qu'il y a une session sur la méthode Mikado, donc je pense que ça va être intéressant. Moi, je n'ai pas les connaissances, je pense, aussi poussées que la personne qui présente, mais juste pour faire un petit résumé de ce que c'est la méthode Mikado, on va repartir du jeu des Mikado dont c'est inspiré. En gros, le jeu des Mikado,
c'est je vais lancer mes Mikado. Enfin, à chaque fois, je monte par terre parce qu'avec mon frère, on avait des Mikado géants, mais en vrai, généralement, c'est sur une table, je pense. Et le but du jeu, donc je crois qu'il y a un système de points, mais moi je connais pas trop, c'est de récupérer des Mikado sans faire bouger. À chaque fois, on en prend un par un et on ne doit pas faire bouger tous les autres Mikado. En général, c'est tous les cousins qui sont en train de jouer. T'as le plus petit de la famille qui a 4 ans qui veut le Mikado spirale qui est tout en dessous du tas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par tirer le Mikado spirale qui est tout en dessous du tas. Qu'est-ce que ça fait? Il y a tout qui bouge. Tous les cousins lui disent « Oh là là, il y a tout qui a bougé », donc il faut reposer. Vous avez... Je me dis, mais des fois, ils doivent se dire où est-ce qu'elle veut en venir. En gros, et donc, il faut voir le Mikado du bas comme le but qu'on se fixe pour le refactoring. Mon but, voilà, c'est de réussir à faire, j'ai pas d'idée, mais c'est de réussir à faire un truc. Et donc, je vais l'écrire déjà. Et tout simplement, je vais venir essayer de faire le truc le plus naïf possible pour atteindre ce but. Je sais que ça va tout casser, je sais que je vais casser des trucs un peu partout, mais par contre, ce qu'il faut pour faire ça, c'est avoir des tests. Il faut avoir des tests qui couvrent toute la base de code, etc. Il faut être safe pour faire ça. Donc je vais casser des trucs, je regarde où est-ce que ça a cassé, je regarde les résultats de mes tests, et du coup, voilà, je visualise où est-ce que ça a cassé. J'écris, voilà. Premier prérequis, il va falloir faire ça, parce que j'ai visualisé qu'il y avait tel truc à faire d'abord. Et je fais un git reset hard, parce que j'ai tout cassé, donc je ne vais pas garder comme ça, je ne vais pas faire un commit là où c'est tout rouge. Donc je fais git reset hard, je reviens presque à mon point de départ, sauf que j'ai visualisé qu'il y avait un truc à faire avant. Ok, je commence par faire le truc que j'ai écrit, le prérequis A, et là je regarde, ok, donc maintenant ça a cassé à tel autre endroit. Ok, je fais quoi? J'écris mon prérequis A1, git reset hard, parce que pareil, c'est encore rouge, donc je ne vais pas faire un commit quand c'est rouge, on ne veut pas faire ça. Et petit à petit, en fait, en faisant ça, on arrive à atteindre notre but à la fin, et tout est vert, et on est content. Voilà. J'ai l'impression que j'avais un truc à dire d'autre là-dessus, mais je ne sais plus quoi. Peu importe, juste, voilà, donc le livre, moi, je l'ai chez moi, et en fait, c'est marrant parce que la méthode Mikado, je ne l'ai pas souvent appliquée, mais juste lire le livre, je trouve que c'est intéressant pour la philosophie qu'il y a derrière. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans le livre, donc je le recommande. Voilà. Et ensuite, pour moi, alors je commence à changer d'avis, mais j'attends de faire une session avec Jonathan Laurent sur ça. La dernière fois, quand j'ai présenté le talk, j'ai dit, et là on arrive chez les fous. Alors je vais arrêter de dire ça parce qu'il y en a beaucoup qui en font apparemment. En gros, donc, ce que je vais vous présenter là, c'est le TCR. Donc c'est, alors moi j'étais persuadée que c'était plutôt une méthode pour s'entraîner à accepter de revenir en arrière régulièrement, etc. Pour moi, c'était un truc qu'on faisait vraiment que en kata, en dehors. Donc on m'a dit tout à l'heure que non, il y en a qui le font carrément sur leurs projets, dans leurs équipes, etc. Je trouve ça assez incroyable. Donc en gros, en haut, vous avez le workflow du TDD. Donc TDD, c'est, voilà, on écrit un test, il est rouge parce que j'ai pas encore écrit le code qui fait passer le test. Je fais une première phase donc pour faire passer le test le plus rapidement et naïvement possible. Et puis ensuite, j'ai ma phase de refacto, etc. Alors que le TCR, là, cette fois, on ne va pas faire un test, et on va pas vérifier qu'il est rouge tout de suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit notre test, on écrit tout de suite le code qu'on pense qui va faire passer le test. Je ne sais pas si c'était très français. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tous les tests. Et là, si jamais il y en a un qui est rouge, on reset. Mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait un git reset hard à ce moment-là? On perd le code qu'on a écrit, mais on perd aussi le test qu'on a écrit. Du coup, moi, c'est pour ça que je trouve ça horrible. Et Ken Beck, qui a fait un... En fait, donc les premiers qui ont mis ça en place, c'est en gros, je crois, ils ont fait un atelier où ils ont testé le truc. Et Ken Beck, il a dit qu'il avait... En gros, il avait voulu le tester parce qu'il avait trouvé l'idée horrible. Enfin, il avait détesté l'idée. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu essayer. Et moi, c'est vrai que j'ai essayé, du coup, en Coding Dojo, j'ai essayé cette pratique et j'ai trouvé ça vraiment très, très frustrant. Mais pour moi, c'est un peu le petit coup sur les doigts quand on ne tient pas bien son crayon, quoi. C'est un peu dire
tu vas trop vite, attention, attention, tu fais un trop gros pas. Parce que TCR, ce que ça fait, c'est que du coup, on va vraiment devoir accepter de tricher, même au départ. Pour faire passer notre test, on va commencer à tricher, à mettre du code en dur, à faire... Et ben c'est pas grave, en fait, on va faire par petites étapes. Même si au début, ça passe par du code en dur, par des trucs un peu bêtes, c'est pas grave, on va pas trop loin, on réfléchit pas trop à la suite, on se projette pas trop dans une implème tout de suite trop loin. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai envie qu'on retienne, c'est que Git Reset Hard, c'est pas un échec, c'est quelque chose juste qui nous fait prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. C'est juste ça. Ça nous permet d'avancer plus loin, plus vite en prenant du recul. Et ce qui est important aussi, là je disais c'est mes pratiques, etc. En fait, nous on le met en place carrément dans toute l'équipe. C'est des choses qu'on a en tête quand on travaille. On pratique tous les pratiques craft, etc., le TDD, tout ça. Et c'est des choses qui doivent venir aussi dans les discussions. Voilà, si par exemple il y en a un qui joue pas le jeu puis qui va livrer des énormes merge requests, du coup ça va devenir compliqué. Enfin, du coup c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir en tant que discussion dans l'équipe. Voilà, je vous remercie. Et donc ça c'est pour l'open feedback. Et autour, vous avez des commandes qui, donc d'après une IA, sont des équivalents à Git Reset Hard, mais avec les autres outils de versionning. Donc si jamais il y a des erreurs là-dedans, qu'il y en a qui connaissent et qu'il y a des erreurs, il faudra venir me dire. Si. Et du coup, oui, si vous voulez poser des questions... Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Merci beaucoup pour cette présentation. Quand tu travailles en équipe, est-ce que il y a un intérêt à ce qu'on suive tous cette pratique-là, ou comment ça se passe s'il y a des gens qui le font, des gens qui ne le font pas Alors quand tu dis que tout le monde en fait suive cette même pratique-là. Quand tu dis cette pratique-là, c'est le fait de faire des Git Reset Hard. Alors en vrai. Je pense que c'est aussi quelque chose d'individuel, parce j'ai une anecdote justement, où je codais avec mon lead dev, et lui, en fait, vu que lui, il a quand même beaucoup plus d'années d'expérience que moi, je pense aussi, pour lui, ça va être OK de faire un Git Reset Hard à des moments où moi, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, on venait de faire un truc où il y avait pas mal de mapping un peu dans tous les sens, et moi j'étais très concentrée, ça faisait un moment que j'étais concentrée sur ce qu'on faisait, je commençais à avoir mal à la tête et tout, et lui il dit « Ah bah, Git Reset Hard là, on est mal parti », et en fait j'étais d'accord avec lui, sauf que ça a été beaucoup plus frustrant pour moi que pour lui, donc je pense que c'est... En fait, il faut s'adapter, déjà. Est-ce qu'on est en train de faire du pair programming? Est-ce que on est tout seul? Quand on est tout seul, je pense que c'est un peu chacun son ressenti aussi. Enfin, voilà, donc ça dépend du contexte. Comment s'est passé ton chemin d'adoption de ce point de vue? Plutôt bien. Alors en fait, du coup, j'étais dans, comme je disais, une équipe avec déjà ces pratiques-là et avec déjà beaucoup de recul sur les pratiques. Donc comme... moi, dès la première année, je commençais à aller à des conférences comme celle-là, donc à Lyon Craft notamment, etc. J'ai eu très tôt quand même l'idée de en quoi c'est utile, mais par contre, je pense que c'est vraiment maintenant que je le ressens vraiment et que, enfin, il y a eu entre la théorie et la pratique, voilà, il a fallu quand même qu'il se passe quelques temps, quoi. Mais je sais plus la question, j'ai déjà oublié. Mais c'était ça. Pourquoi Git Reset Hard plutôt que Git Stash? C'est moins primitif. Alors Git Stash, Git Stash, je l'utilise aussi. Je pense que ça dépend en fait. Est-ce que juste tu veux tout effacer parce que tu étais sur une mauvaise piste, ou est-ce que tu as quand même un doute et tu te dis pourquoi pas garder. Alors il y avait aussi dans celles que je présentais tout au début, je ne vais pas remonter, mais il y avait Git Reset, c'était soft et mixed. Du coup soft, c'est soft, je crois que tes changements ils restent staged.
Je me rappelle plus comment ça marche. Ça défait juste je crois que ça défait juste le commit. Et qu'en gros, tu as encore tes changements, ils sont encore staged, mais tu peux refaire ton commit. Et tu as mixed aussi qui fait que là, tes changements, ils redeviennent unstaged. Donc, tu as plusieurs choses, et je pense que c'est en fonction justement de est-ce que vraiment ça me fait vraiment trop du mal de faire git reset hard. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à ça. Jean, une question? Et est-ce que tu as essayé je sais pas si, d'essayer une technique qui s'appelle le Pomodoro? Pomodoro, alors je sais pas si je le fais comme il faut, mais je le faisais pour m'obliger à faire des pauses parce que j'ai des problèmes de dos et que du coup je me forçais à bouger toutes les 25 minutes. Mais du coup, oui, bah, pour la prise de recul, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des... J'avais pas pensé comme ça, mais oui, c'est une bonne idée. Mm. Est-ce que tu peux expliquer peut-être Pomodoro pour ceux qui ne connaissent pas rapidement? Qui ne connaît pas le Pomodoro? C'est une technique très simple. Le Pomodoro, en fait, c'est-à-dire tomate en italien, c'est d'utiliser un timer de cuisine. Et l'idée, c'est de s'astreindre à ce que ce timer soit... chacun choisit sa durée, mais typiquement, c'est 25 minutes. Et donc, tu mets ton timer à 25 minutes, et à 25 minutes, tu arrêtes. Tu prends 5 minutes de pause, et après, typiquement, il va y avoir 15 minutes toutes les 2 heures. Et l'idée, c'est de se forcer à s'arrêter, en fait. Ça m'a fait penser quand Adeline parlait de cette idée de sortir de ce biais cognitif, en fait, sortir du j'ai la tête dans le code, et du coup, je vais pousser. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir aller toujours, il faut que ce soit vert quand j'arrête. Alors moi, des fois, je fais au contraire, ce que je fais, c'est que le soir... C'était pas une question, en fait. Ah non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Des fois, ce qui m'arrive de faire, c'est de me laisser des pistes pour plus tard, pour me rappeler ce que je faisais. Je laisse un truc qui compile pas, ou... Voilà. Ça peut marcher aussi des fois. Oui. Maintenant que tu as adopté le fait que par défaut, tu fais des resets, est-ce qu'il y a des fois où tu fais des resets et tu te dis « Ah mince, j'aurais pas dû le faire ». Est-ce qu'il y a des exceptions à ce que tu as présenté? Oui. Oui, des fois, parce que de toute façon, c'est toujours frustrant. Donc, puis comme moi, j'étais junior, enfin, je sais pas si je le suis encore, je sais pas trop me situer encore, mais du coup, des fois, je me dis, est-ce que vraiment j'aurais dû le faire parce que là, j'ai pas trop d'autres idées. Enfin, en fait, ça dépend des fois, quoi, mais oui. Je peux faire de réponse courte. Comment ça marche Git Reset Hard en mob? En mob alors, on l'a déjà fait, mais justement, c'est un peu ce que je décrivais. Il y a plus ou moins des débats sur est-ce qu'il faut le faire là maintenant, et en général, on essaie de ne pas réfléchir trop longtemps et on le fait. Mais ça marche bien dans mon équipe parce qu'on se connaît bien. Je pense qu'il faut bien connaître les gens et qu'il faut être tous d'accord quand même en amont, quoi, avec cette pratique. Je ne sais pas si tu as de l'expérience avec, mais est-ce que tu penses que la génération de code avec des IA, ça permet de réduire les biais de coût? Comme on a moins passé de temps sur l'écriture et même du code, on peut plus facilement se dire ça je veux détruire. En fait, je viens à peine de commencer, on va dire que j'ai une semaine d'expérience sur l'IA agentique, et c'est vrai que je me dis, ça remet en cause justement, j'arrive pas à savoir avec l'IA quand est-ce que j'ai des biais. En plus, elle aussi, elle en a, et du coup, je sais plus, j'arrête pas d'oublier les questions. À chaque fois, je pars sur un truc, mais j'oublie la question. Mais ouais, globalement, c'est vrai que l'IA, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Ça me perturbe beaucoup. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu parlais du biais quand quelqu'un dit c'est telle méthode, tel pattern, tel machin, et ça va rester ancré Oui. dans ta tête ou la tête de l'équipe. Est-ce qu'il y a un moyen pour dire j'oublie cette information? Assommer? Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas forcément de réponse, mais ce serait bien.
Après, les biais, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter. Enfin, quand on en a conscience, déjà, c'est déjà un premier pas. Après, réussir à les supprimer complètement, c'est pas possible. Donc, peut-être quand la personne déjà commence à émettre une idée trop tôt, tout de suite le dire, le faire remarquer, dire attention, là on est en train déjà de parler de la solution alors qu'on devrait être dans l'espace du problème. Ça, je pense que c'est une première étape pour que tout le monde ait déjà ça en tête. Ok, on s'est dit ça à ce moment-là, donc il faut faire gaffe, faire attention. Quelqu'un d'autre? Ceux qui codent, c'est Jean-Claude, c'est vous? Voilà, j'espère que vous avez bien. Vous en avez fait combien pendant? Bon, j'ai parlé un peu vite, du coup. Il reste 10 minutes. 5 minutes? Ok. Je sais pas, mais... Ouais, j'ai triché, j'ai pris le Ah. timer du snowcamp parce que Ah. franchement, je vais pas lancer au bon moment. Donc à 26 minutes, je dois les lancer. D'accord. Donc là, tu devrais être à peu près à l'heure et demie. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.